Et maintenant, place au documentaire L'honneur perdu des Dominici, un film d'Alain Deneau et de Jacques de Bonis, réalisé en 1996, film dans lequel nous vous retrouvons. Alain Dominici, je vous dis à tout à l'heure. Le 29 novembre 1954, sans que sa culpabilité ait pu être formellement établie, un vieux paysan basalpin, Gaston Dominici, est condamné à mort pour un triple meurtre. C'est l'épilogue judiciaire de l'affaire criminelle la plus troublante et la plus retentissante de l'après-guerre. Des décennies plus tard, les proches du condamné, ses descendants, s'emploient toujours à le réhabiliter. Alain Dominici, le petit-fils du patriarche de Lurs, avec l'aide de son père, Gustave, et de sa mère, Yvette Dominici, est parti à la découverte de la personnalité de son grand-père. Du même coup, il a disséqué l'enquête policière et mis en lumière des faits troublants. Au bout de la nuit, la ferme de la Grande-Terre, celle des Dominici, sur la nationale 96, entre Saint-Auban et Manosque. « 4 août 1952. La famille Dominici, Gaston et Marie, leur fils Gustave et leur belle-fille Yvette avec son bébé Alain, sont préoccupés par un éboulement occasionné par l'arrosage d'un champ. Cet éboulement risque d'obstruer la voie ferrée et de leur coûter fort cher. Chacun gagne son lit avec ce souci en tête. En vacances en France depuis quelques jours, des touristes anglais, Lord et Lady Drummond, ainsi qu'Elisabeth, leur fille, âgée de 12 ans, reviennent d'un spectacle taurin donné à Digne, chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence. Ils bivouaquent pour la nuit près de leur voiture Hillman sous un mûrier à 170 mètres de la ferme des Dominici, la Grande-Terre. La nuit est claire et douce, la pleine lune se mire dans la Durance. Des coups de feu ont retenti à 1 h du matin. Au petit jour, c'est l'horreur. Le corps de la fillette gît sur un talus. Elle a le crâne brisé. De chaque côté de la route nationale s'étalent les corps de ses parents. Celui de Jack Drummond est recouvert par un lit de camp et celui de sa mère maladroitement caché par une couverture. Tous deux ont été abattus par une carabine automatique de fort calibre. Un grand désordre règne à l'intérieur et aux alentours du véhicule. Très vite, des dizaines de journalistes vont établir leur quartier dans ce coin de Haute-Provence. Sitôt arrivés, les gendarmes interrogent les fermiers de la Grande-Terre qui donnent leur version des faits. On est réveillé par des coups de feu. Et là, je m'assois sur le lit, on écoute, les chiens aboient. Mon beau-père les appelle, essaye de les calmer. Bon, ça hurle à la mort, c'est difficile à... Les chiens qui hurlent, on n'aime pas ça. Puis le temps passe, on n'entend rien. Sortir pour aller où? Parce qu'on nous l'a souvent reproché. Et pour aller où? Parce que la direction des coups de feu, on n'a jamais su de quel côté... Enfin, après, oui. Mais la nuit même, on ne pouvait pas savoir de quel côté venait le bruit. Il y a la Durance, il y a la colline, il y a l'écho. Le crime a un retentissement international. Lord Drummond est un biologiste de renom. La presse britannique rappelle qu'il a rendu pendant la guerre d'éminents services dans le domaine du rationnement et a été anobli par la reine. Elle révèle aussi que les Allemands, peu avant l'armistice, l'avaient autorisé à passer leur ligne en uniforme de l'armée anglaise pour une mission humanitaire.
Les journalistes s'interrogent même sur son éventuelle appartenance au service secret anglais. Gustave s'est levé et il est parti voir l'éboulement. Et puis, bon, ben, il est passé, il a vu du désordre autour du véhicule, mais c'était pas la préoccupation. La préoccupation, c'était l'éboulement. Parce que c'était la ruine, c'était... Et de dessus le pont, il a vu qu'il n'y avait pas de boue sur le rail. Mais il a dit, je vais voir de plus près. Et c'est en s'avançant un petit peu plus loin qu'il a vu le corps de la fillette dans le talus. Alors là, il a fait demi-tour. Et quand il est revenu, il était blanc comme un linge. Et il a dit, ben, les coups de feu de cette nuit, il s'est passé quelque chose de grave là-haut. Et ce qui était autour de la voiture, il a dit qu'il avait vu du désordre, mais il n'a pas vu de corps, il n'a pas vu... Il s'est assis parce que bon, il avait arrêté entre-temps, il avait fait signe à un motocycliste qui passait pour pouvoir avertir la gendarmerie. Venu de Marseille, le commissaire Sébeil et son équipe de la brigade mobile mettent tout de suite la pression sur les Dominici. Des soupçons pèsent sur Gustave, l'un des fils, interrogé longuement à plusieurs reprises. Les policiers se préoccupent aussi du comportement du patriarche Gaston, paysan d'un autre siècle, qu'ils ne comprennent pas et qui les déconcerte. Ils font également le siège du fils aîné Clovis, qui habite un village voisin. Longtemps, l'enquête a semblé piétinée. Mais 15 mois après le triple crime, les événements s'accélèrent. Le 12 novembre 1953, à l'issue d'un dernier et long interrogatoire, Gustave et son frère aîné Clovis accusent leur père Gaston d'être l'auteur du triple crime. Le vieillard est arrêté, mais il fait des aveux si fantaisistes qu'ils paraissent difficilement crédibles. Puis il se rétracte et proclame son innocence, disant qu'il s'est sacrifié pour les siens. Un an plus tard, en novembre 1954, à la cour d'assises de Digne, le tribunal accorde un crédit absolu au dossier de l'accusation, alimenté par le commissaire Sébeil. La famille, elle, fait bloc contre les accusations de Clovis. La dignité de Marie, la femme de l'accusé, fait forte impression. Les avocats de Gaston, maître Pollack, maître Charles-Alfred et maître Charrier, plaident l'innocence. Pourtant, le jury basalpin répond positivement aux 7 questions qui lui sont posées. La peine capitale pour Gaston Dominici, qui est âgé de 77 ans. Le vieillard semble abasourdi par le verdict. Il est conduit à la prison de Digne, avant de gagner la prison des Baumettes à Marseille, où l'attend la cellule des condamnés à mort. Alain avait à peine 10 mois lorsque le drame s'est abattu sur la Grande-Terre. C'est à partir de 1960, il avait 9 ans, qu'il a véritablement connu son grand-père, alors gracié, un 14 juillet, par le général de Gaulle. Une question le hante, celle de ses origines, celle de la personnalité de l'homme qui a fondé la lignée, son grand-père, Gaston Dominici. Qui était-il, cet être si lointain et si proche que la société a frappé ? Poussé par un besoin vital, Alain est parti sur ses traces. Il l'a imaginé errant dans les rues de Digne, ce gosse né d'un père inconnu et de Clémentine Dominici, sa mère, qui gagnait péniblement sa vie en faisant des ménages et en lavant du linge. Il a appris que Gaston grappillait alors quelques sous en cirant les bottes des notables et en conduisant les ânes des paysans. Il s'est arrêté longuement sous les fenêtres, rue de la Mairie, où Gaston est né en 1877, songeant que la vie du grand-père tout entière s'était déroulée dans un quadrilatère de quelques centaines de milliers d'hectares, entre Digne, Sisteron, Forcalquier et Valençol. À l'âge de 12 ans, Gaston s'était loué comme aide-berger et ouvrier agricole sur le plateau de Puy-Michel. Une grange pour dormir, une paire de souliers cloutés pour l'année, rue d'enfance. Vers les débuts de ce siècle, il avait épousé Marie, la grand-mère, et commencé à prendre sa revanche sur le sort. Fermier, pour le compte d'un propriétaire sur le plateau de Ganagobi, il avait travaillé une terre ingrate, le jour, la nuit,
comme un damné. La famille s'était agrandie, il avait obtenu de s'installer à la ferme de la Serre, sur la nationale 96, et la lente ascension sociale s'était poursuivie. C'est en économisant sou par sou qu'il est parvenu à acquérir, puis habiter, la Grande-Terre. Il avait alors 55 ans et avait élevé 9 enfants. Le sans-famille allait devenir le patriarche. Bon, il se trouve que la Grande-Terre, c'était une toute petite bâtisse qui se trouvait près de la Serre. D'ailleurs, à l'origine, elle ne s'appelait pas la Grande-Terre, ça s'appelait le Sarré. Mais pour lui, bon, c'était une grande terre, donc cette petite bâtisse, il a appelé la Grande-Terre. Il l'a achetée en 1920. Hein, donc c'était une maison toute délabrée qu'il a restaurée au fil des années. Et il n'est allé y habiter qu'en 1932, lorsqu'il commence à penser que ses fils peuvent prendre un petit peu le relais. Ce qui est fort regrettable, c'est que cette ferme qu'il a acquise va être vendue pour payer un procès. Et c'est là, quelque part, ça fait mal parce que, en plus de perdre l'honneur du nom, on est obligé de vendre ses biens pour payer un procès. C'est quand même, à quelque part, ça fait mal à quelque part. Pour cette personne qui avait travaillé toute une vie pour arriver à s'acheter une toute petite ferme. Comment aurait-il pu le comprendre, cet homme d'un autre temps et d'une autre trempe? Les policiers vivant dans leur siècle ne pouvaient que trouver étranges, donc suspectes, les façons d'être et de parler d'un être qui avait déjà plus de 20 ans à la fin du 19e siècle. Dialogue de sourds. Les paysans usant du patois et de la charrue que décrivait Giono dans les années 20 et 30 étaient devenus des survivances qui tardaient à s'effacer. Place à la modernité, les tracteurs dans les champs, la télévision au foyer. Alain Dominici n'a jamais accepté. Il clame l'innocence de son grand-père. Pour lui, la famille est victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. Nous considéraient comme des assassins et ils nous ont dit si ce n'est le père, c'est le fils. Si c'est le fils, on lui coupe la tête, sa femme aussi, et les enfants à l'assistance. 100 fois, il a épluché le dossier de l'accusation. 100 fois, il a sollicité son père et sa mère pour trouver réponse à d'angoissantes interrogations. Comment son père Gustave a-t-il pu accuser le grand-père? Comment ça se passe le 12 novembre 1953 donc 12 novembre 1953. Voilà. Bon. Ils te prennent toi à la Grande-Terre, oui. Le matin. Le matin. Bon, ils te montent à Digne. À 7 h, ils m'ont monté à Digne. Ouais. Moi j'étais dans une pièce et Clovis était dans l'autre. Et c'est là qu'ils nous ont gardés, ils nous ont interrogés pendant 48 heures. Nuit et jour. Sans boire, sans manger. Sans boire ni manger. Et c'est là que s'éveille Ranchin, que tantôt ils étaient 2, tantôt ils étaient 6 policiers qui les interrogeaient, pourquoi tu dis ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi ici. Ils sont arrivés à nous embrouiller, qu'on ne savait même plus ce qu'on disait. Et je ne sais même pas s'ils ne m'ont pas drogué, ni rien, parce qu'ils me faisaient fumer tant que je voulais. Tant que tu voulais, tu fumais. Voilà, on a fumé, mais pas mangé ni boire. Et c'est là qu'il nous a séparés avec Clovis, et il a dit, voilà, ils sont venus, Ranchin, il m'a mis le revolver sur la table, c'est à ce moment qu'il m'a dit, il ne vous reste plus qu'à vous tirer une balle dans la tête, et l'affaire est terminée, on s'arrête là. C'est vous que vous êtes le coupable. Alors on vous arrête, puis on pointe, c'est tout. Et il a fallu ils m'ont forcé à dire que c'était toi, on te tue, ton père, si c'est ton père, on entra dans un hôpital, puis on comprend comment ça marche. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. D'ailleurs, ils n'aiment pas. Et combien de temps Ranchin t'a laissé tout seul avec cette arme sur la table? Une demi-heure. Une demi-heure. Mais moi, si j'avais été méchant, oui, non, je devenais un assassin. Ouais. J'avais qu'à prendre le pistolet, je descendais tous là. Et point, c'est tout. L'affaire était réglée.
Je suis sûr que là, je serais été un assassin. Mais j'ai rien fait. Je n'ai pas touché. Et c'est là que, après, ils ont dit, puisque c'est comme ça, eh bien, vous allez condamner votre père. Et ils sont allés chercher Pépé à la campagne. L'image du grand-père arrêté, jugé et mis en prison lui est insupportable. Alain a été élevé dans l'intime conviction de l'innocence de la famille. C'est un article de foi. Jamais, depuis plus de 40 ans qu'il a vu le jour, il n'a mis en question l'authenticité des propos de ses proches parents. Quand sa mère Yvette, voici bien longtemps, a quitté son père, elle lui a dit « Je divorce, mais je reste une Dominici. C'est un nom respectable, un nom sans tache que mes enfants peuvent porter fièrement. » Comme j'ai confiance totalement à mes parents, je dois manquer très certainement d'objectivité. Ce qui se traduit par une prise de conscience qu'à partir de l'âge de 8 ans. Lorsque j'arrive à l'école de Péruy, je vois très visiblement qu'il y a des gens, enfin quand je dis les gens, c'est les enfants de l'époque, qui sont en classe avec moi, ils connaissent l'histoire mieux que moi. Les parents en ont parlé, c'est l'histoire que l'on raconte dans toutes les familles. Mais Alain a-t-il jamais profondément douté? Pourquoi pas? Pourquoi pas le grand-père a pu être impliqué dans cette histoire, et est-ce que mes parents m'ont forcément dit ce que je voulais entendre? Donc à ce moment-là, je cherche des réponses. C'est des certitudes toujours affectives et raisonnées, puisque je n'ai toujours qu'une seule source d'information. Il va falloir pratiquement attendre l'aube de mes 40 ans pour que je sois capable de me plonger dans la lecture de certains livres, et notamment celui du commissaire Sebeil. Je suis stupéfait de la partialité et on va dire, du peu d'informations que va gérer le commissaire Sebeil pour en arriver à ses conclusions. Ce n'est pas une énigme criminelle que j'ai eu à résoudre. La solution, à quelques détails près, je la tenais quelques jours après le triple meurtre. Le problème pour moi n'a jamais été de découvrir le coupable. Ce fut de lui faire avouer son crime. Et moi, j'étais seul, lui pas. Ce fut une bataille contre un homme, contre une famille, contre un clan. Mon combat contre les Dominici. Toutes les pistes matérielles qui pouvaient lui apporter une solution, empreinte sur la carabine, empreinte de pas, tache de sang, ça ne l'intéresse pas. Sebeil arrive le 5 août, il a déjà son assassin. C'est un paysan du coin, et en 2 jours, il en a fait. La victime, c'est Gaston Dominici. Lui, il est arrivé, c'était 17 h. Hein, les corps étaient partis depuis 2 h. La levée des corps a été faite à 15 h. Je le sais de la part du juge Périès, je le sais de la part de mon père, je le sais de la part du journaliste Tessier, hein, qui était là, qui ont passé la journée. Sebeil est arrivé après la levée des corps. Il n'a pas vu les corps. Le premier mensonge dans les procès-verbaux, c'est le sien. Sebeil, dans son procès-verbal du 6 août, dit avoir vu les corps. Il ne les a jamais vus en place. Il les a vus à la morgue, ça oui, parce qu'il est allé voir à la morgue, hein, mais il ne les a pas vus sur les lieux. Le premier mensonge dans le dossier, c'est lui qui le fait. C'était tellement rocambolesque que on ne savait vraiment pas que penser. C'était quelque chose d'incompréhensible. On ne mène pas une enquête comme ça. Je n'avais aucune expérience. Je lisais la presse comme beaucoup de personnes, mais du haut de mes 20 ans, je n'avais pas d'expérience. Donc je ne pouvais pas savoir. Enfin, après, ça est allé en empirant. Et puis, c'était tous les jours, ils arrivaient à n'importe quelle heure.
Une fois c'était Gustave, une fois c'était moi, une fois c'était... Mon beau-père, on l'a emmené peut-être moins souvent, mais malheureusement, le jour où on l'a emmené, on gardait. Le juge Périès est arrivé à faire dire à ma mère, sous prétexte que c'était bien pour Gustave, que Gustave n'aurait pas de problème, qu'il fallait qu'elle dise absolument qu'il soit sorti à 4h30 du matin au lieu de 5h30, pour lui faire dire également que son père avait rencontré Gustave dans la cour. Ma mère, avec les traits de caractère que je lui reconnais et qu'elle a, est arrivée à céder. Donc on voit un petit peu la pression qu'il y avait sur cette famille pour arriver à faire dire même les choses qu'on n'a pas envie de dire, même si ça ne s'est pas passé. C'est comme ça que l'enquête s'est déroulée. C'était très dur. Et puis, il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre parce que bien souvent, ils nous l'ont fait à Gustave et à moi. Ben, regardez, votre mari a signé cette déclaration. Ben oui, il a signé, c'est son écriture, oui, c'est son écriture. Mais il n'a pas pu vous dire ça puisque c'est pas vrai. Et de l'autre côté, ça se passait la même chose. Votre femme vient de signer ça. Ouais. Et lui, bon, ben, sous les coups, sous certaines contraintes, il arrivait à dire oui, il reconnaissait des faits qui n'étaient pas vrais. Je pense qu'il faut être passé dans les mains de la police pour comprendre qu'on peut obtenir tous les aveux, quels qu'ils soient. Hein? Les gens qui sont confortablement assis dans un fauteuil en disant et en portant surtout un jugement de valeur, mais comment les Dominici ont pu avouer quelque chose qu'ils n'ont pas fait, je crois qu'ils sont un petit peu crédules. Ils ne savent pas comment un interrogatoire se passe. Et on peut imaginer, et mon père me l'a souvent dit, hein, ma mère me l'a également dit, tu sais, lorsque tu as un personnage qui est à 15 cm de ta figure, qui te postillonne dessus, qui te tourne autour et qui en permanence te sollicite avec des questions, plus 2, 3, voire 4 personnes qui sont autour de toi et qui posent et qui reposent les mêmes questions, à un certain moment, tu es obligé de lâcher quelque chose. Obligé. Le commissaire Sebeil met Gustave en contradiction avec certains témoins sur un point capital. Où se trouvait-il le 5 août au petit matin, lorsqu'il a arrêté le motocycliste Olivier? S'il a débouché sur la route, devant le capot de la voiture Hillman, sa version des faits est crédible. S'il se trouvait vers l'arrière de la voiture des Anglais, non seulement il a forcément vu le corps de Lady Drummond, mais il s'efforçait peut-être de dissimuler des indices. Soumis à la question, Gustave s'enfonce dans un cauchemar. Combien ils étaient lorsqu'ils t'interrogeaient? Interroger qui? Lorsque tu à Fort-Calquier, le 3 septembre. Ah, j'étais seul. Toi, tu étais seul, je oui. le comprends bien. Oui. Mais combien il y avait de policiers? Ah, il y avait Ranchin et lui, il était 7. Alors, 7. Et à tour de rôle sans arrêt? Sans arrêt. Sans arrêt. Et même qu'ils avaient passé la nuit à Fort-Calquier. Oui, je sais. Oui. Donc du matin 3 septembre jusqu'au surlendemain, tout le temps sans arrêt. Sans arrêt. Pour te faire dire que tu étais sorti de derrière la voiture. Voilà. Et quand tu as dit que tu étais sorti de derrière la voiture, ils t'ont laissé. Et tu as pu rentrer à la maison? Et je suis rentré à la maison après, dans la journée. Mon père, au premier abord, il ne voit pas les conséquences de dire qu'il est sorti derrière. Il sait que c'est faux. Il sait qu'il s'est engagé sur la route nationale, qu'il a fait une quinzaine de mètres lorsqu'il arrête Olivier. Ça, il le sait pertinemment. Mais il a tellement envie d'en finir, il dit « Je suis sorti de derrière ». À ce moment-là, le commissaire s'éveille, lui dit ben, « Comme je te l'ai promis, tu peux rentrer ». Et il n'a pas mesuré ce qu'ils viennent de dire. Ils viennent de mettre le doigt dans l'engrenage et suite à cette première déposition où il donne un accord à Sebeil, Sebeil sait qu'il peut le manipuler et il va s'en servir tout au long de l'enquête. Suspect numéro 1, Gustave est déjà sur la sellette, quand un voisin, Paul Maillet,
raconte au policier que Gustave lui a fait une confidence. Il a vu bouger, ou cru voir bouger, un bras de la petite victime agonisante lorsqu'il a découvert à l'aube le corps d'Elisabeth. Les mois passent, puis le même Maillet fait état d'une autre confidence. Gustave, se trouvant vers l'heure du crime dans un champ de luzerne, aurait entendu les cris d'effroi des malheureux. Il aurait peut-être même vu de ses yeux le triple meurtre. Gustave me fait comme ça. Oh mon Dieu, Paul, si tu avais vu, si tu avais entendu ces cris d'horreur, je ne savais plus où me mettre. Moi, j'ai dit où tu étais. Lui, il me dit, j'étais là-devant dans la luzerne. À ce moment-là, moi, je suis été... Je ne sais plus comment penser. J'ai dit, oh là là, il a vu l'assassin. Je me suis pensé qu'il avait été menacé de mort. 43 ans plus tard, Gustave n'a ni oublié, ni pardonné. Et bien, Maillet, premièrement, ils l'ont fouillé, ils ont trouvé les mitraillettes dans la poêle, là, tout ça, la cuisinière. Après, il a été pris vol de courant. Il branchait le courant avant d'arriver au transport. Et il a dit que cette nuit-là, il avait entendu les coups de feu parce qu'il avait moissonné son herbe pour les chèvres, pour les vaches qu'il avait, tout quoi. Et il a entendu les coups de feu à minuit. Alors c'est bien, il demandait qu'est-ce qu'il faisait à minuit dehors, quoi. Minuit, c'était plus de minuit parce que c'était 1h du matin quand les coups de feu ont parti. Et c'est là qu'il s'est mis le doigt dans l'œil parce qu'il a voulu mentir à ses belles. Et ils ont trouvé tout le fautif qui a été fait. Ça a été vrai, quoi. Il a été reconnu qu'ils volaient le courant, et les mitraillettes ils ont été trouvées dans les fours du poêle. C'était passible à l'époque. À l'époque, voilà. C'était passible des tribunaux, ça. Voilà. Ouais. Et Sébeille a tout écarté. A étouffé l'affaire. A étouffé l'affaire. Et justement, sa femme était enceinte, et qu'elle a eu le minot, comme ça. Et le petit, c'est Sébeille qui a été parrain. Ah, Sébeille était parrain? Il a été parrain de Maillet. Du fils de Maillet? Le petit de Maillet, oui. C'est pas vrai. Ah, ça, je le jure, ça la tête dehors. Oui. Et c'est ça que Maillet a été porté en triomphe après. On écoutait Maillet, mais nous, on n'était que des menteurs. Voilà, après Sébeille. Et Maillet... Et c'est pour ça qu'il nous a tapé tout le temps dessus. Parce que Maillet, quand il a dit, tu m'as dit que la nuit, tu avais passé dans la luzerne. Mais il n'y avait pas de luzerne là-dedans. C'était travaillé. Un jour, Gustave s'est donc effondré. En même temps que son frère Clovis, il a accusé le père. Il s'est rétracté par la suite, mais Clovis, lui, a maintenu ses accusations comme étant, au nom de la vérité et compte tenu de l'horreur du crime, un véritable parricide judiciaire. Pourquoi? Alain a des nuits durant retourné cette question dans sa tête. Clovis habitait Péruy, au centre du village. Et l'ensemble des journalistes et des policiers étaient à Péruy. Hein? Donc, on peut imaginer qu'une pression beaucoup plus importante était exercée sur Clovis, qui lui n'était pas à la ferme, qui lui n'avait rien vu, qui lui n'avait rien entendu. Donc, on pouvait faire croire à Clovis que Gustave et Gaston aient fait quelque chose ensemble. Clovis fait une demande terrifiante à Gustave. Il lui demande en patois, est-ce que tu sais que c'est le père qui a fait le coup? Et à ce moment-là, c'est tellement gros, c'est tellement inimaginable de la part de Gustave d'entendre ce propos de ce frère qu'il admire. Il lui répond, est-ce que tu n'es pas fou? Et la conversation s'arrête là. Mon père ne la répète pas, ni à ma mère, ni à son père, à personne. Il ne peut pas la répéter. C'est tellement insensé de la part de son frère qu'il ne peut pas la répéter. Donc, déjà, en décembre 1952, Clovis a une idée derrière la tête. Alors, c'est la sienne, c'est celle qu'on lui a donnée, mais c'est une idée qui va faire son chemin. Il va tout faire tout au long de cette enquête pour protéger mon père, c'est sûr. Hein? Mais comment il a été mené sur le terrain de l'aveu et de l'accusation de son père,
Je ne peux pas le dire à l'heure actuelle, je ne comprends pas. Je pense que personne ne comprend comment ce fils est arrivé à accuser un père. Et est-ce que c'est peut-être pour sauver son frère? Peut-être. Votre père, un jour, vous a dit, c'est moi qui l'avais fait péter que 3. J'en ai fait péter que 3 et on perd un quatrième. Même après la condamnation de son père, Clovis a réitéré l'accusation. Mis au banc de la famille, il a terriblement souffert, sans cependant revenir sur ses affirmations. Alain se heurte à ce mur, mais il a la certitude que son oncle n'a pas dit la vérité parce qu'il craignait que son jeune frère soit accusé et condamné. Quoi qu'il en soit, il a emporté dans la tombe son terrible secret. Moi, j'ai une lettre personnelle que Clovis a envoyée à l'époque à mon autre grand-père, lui demandant, vous qui avez un pouvoir sur Gustave, et parce que Gustave vous écoute, dites-lui bien qu'il ne faut plus qu'il revienne sur ses dépositions, parce que ça va être très grave pour lui autrement. Donc on sent que Clovis a envie de sauver son frère, on le sent, hein, c'est présent. Mais pourquoi il s'entête à vouloir accuser son père alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y est pour rien? Comment Clovis est arrivé à la conclusion « je n'ai pas d'alternative ». Pourquoi je ne peux pas innocenter mon frère, mais pourquoi je ne fais pas la même démarche avec mon père? Est-ce que cette phrase que Sébeille se plaisait à dire « si je n'ai pas le fils, j'aurai le père, si je n'ai pas le vieux, j'aurai le jeune, mais de toute manière, ce sera quelqu'un de la grand-terre ». Est-ce que cette phrase lui revenait en permanence dans cette tête et qu'il ne pouvait pas trouver? Il a été enfermé dans un dilemme où il n'a pas trouvé de solution. Ce qui s'est passé exactement, on l'ignore, mais ce qu'on sait, c'est que il a été apparemment de plus en plus malheureux, il a bu. Je comparerais ça à un suicide lent. Il s'est détruit par la boisson. Ou Clovis a dit vrai, ou bien il est au centre d'un mystère impénétrable. De toute façon, si secret il y a, où le chercher? Sinon dans les tréfonds de l'histoire de cette famille dont le chef, le père, possédait une personnalité forte, étouffante, écrasante peut-être. C'est ce que pense Alain, ce qu'il s'efforce d'expliquer. Gaston avait la religion du travail. La famille faisait partie de son patrimoine et ses principes d'éducation étaient contraignants. Au président du tribunal, qui lui reprochait sa sévérité avec les enfants, n'avait-il pas répondu « Alors, si un père n'est pas sévère avec ses enfants, qui le sera ?» Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette famille, il faut revenir sur l'histoire de Gaston. Gaston n'a pas eu de famille, on va dire au sens propre du mot, parce qu'il est enfant naturel. Sa mère ne va très certainement pas s'en occuper parce que Gaston n'en parlera jamais de sa mère. Il faut savoir que n'ayant pas eu de famille, pour lui, très certainement, la réussite sociale, ce n'était pas l'acquisition d'une ferme, mais c'était d'abord avoir une famille. Comme dans toutes ces familles basalpines, à l'intérieur, le vouvoiement qui est instauré, c'est-à-dire que de la mère au père, c'est le vouvoiement, et les enfants vouvoient tout le monde. À l'intérieur de cette famille, on parle exclusivement le patois. Lorsqu'ils sont à la serre, à partir de 1922, la famille est complète. Il fait construire une table, par exemple, où tous les enfants seront, lui étant au bout, bien entendu, hein, les garçons à sa droite, avec sa femme à gauche, et les filles également à gauche. Tout le monde a son tiroir, où à l'intérieur on conserve sa cuillère, son couteau, sa fourchette et sa serviette. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui est rassurant à la fois et qui est dérangeant un petit peu parce que, à la limite, c'était trop structuré. Lorsque le soir, les enfants montaient se coucher, les portes des chambres étaient ouvertes pour surveiller ce qui pouvait se passer. Et très souvent, mon grand-père
les interpeller en leur disant, en patois bien entendu, ce soir, j'entends pas trop la prière. Et bien entendu, à ce moment-là, tout le monde se mettait en marche pour la prière du soir avant de se coucher. Le père, on le respectait, on le craignait sans qu'il soit besoin qu'il menace. On l'admirait aussi pour sa volonté, sa ténacité, son inébranlable courage. Dans la famille, aujourd'hui encore, on parle volontiers de ce jour de 1924 où Gaston a terrassé un assassin qui rôdait près de la ferme. Alain a lu et relu cette lettre où le grand-père parle du fainéant assassin qu'il a ébafouré, c'est-à-dire légèrement blessé. Mon cher monsieur, nous voici bientôt à la fin de cette triste année 24, dont le souvenir sera gravé dans mon cœur bien de la peine et de la misère, la perte d'un super cheval, trahi sur les élections du terrible cartel, qui nous accable sur tous les points, les inondations du mois d'octobre, et ensuite une maladie cruelle m'a couché pour 2 mois. Je ne m'en suis pas remis encore, et maintenant vient d'être encore ébafouré par un fainéant assassin qui est venu se réfugier dans les bois de la Serre, qui m'a tiré 5 coups de revolver dans peu de temps. Toute la famille a eu peur, mais la providence de Dieu, j'ai su sortir de la lutte vainqueur, mon fusil coupé d'une balle au milieu des 2 canons. Il a tiré dessus, et même il y a une balle qui a frôlé juste sur le crâne, on n'a pas vu, on a pépé. Et c'est là qu'après, ils n'avaient plus de cartouches. Ils se sont bagarrés. Ils se sont bagarrés dans un trou d'eau, là où on pouvait voir les moutons. Et c'est là qu'ils l'ont arrêté. Et les gendarmes, ils sont venus nous chercher avec la charrette, là, avec les chevaux. L'année d'après, il va être décoré pour cet acte de courage. Lui, je pense qu'il a fait d'une manière instinctive pour protéger sa famille. Mais à l'intérieur de cette famille, il n'en sort que grandi. Il fait aussi l'admiration des gens qui sont autour de lui. Dans les années 20, Gaston travaille toujours d'arrache-pied, laissant peu de place à autre chose qu'à cette lutte pour la vie. Il gouverne la famille selon les principes rigides qui lui paraissent les meilleurs pour forger le caractère des 9 enfants. Cependant, les aînés grandissent. Clovis, qui va bientôt partir au service militaire, joue un rôle paternel auprès de Gustave, âgé de 14 ans de moins que lui, tandis que ses rapports avec son propre père vont se dégrader sans cependant dégénérer en conflit ouvert. Alain voit dans cette sourde tension familiale l'origine de la première fissure profonde dans l'univers intime, clos et inentamable des Dominici, où est venu prendre place un dernier-né, le petit Aimé. Lorsque Marie a ce 9e enfant, elle a 43 ans. C'est déjà avancé dans l'âge. Elle sait qu'elle ne veut plus d'enfants. Donc pendant 4 ans, elle va allaiter Aimé. Ce qui provoque de grosses colères chez mon grand-père parce qu'il ne comprend pas. Mais elle sait qu'elle ne veut plus d'enfants, donc elle n'a que ce moyen d'allaiter Aimé. Mon père, qui lui n'a que 3 ans, se retourne pour chercher de l'affection un petit peu vers son grand frère, Clovis, et vers sa grande sœur, Ida. Ida a 18 ans, Clovis 17. Et à ce moment, il y a une relation très particulière qui va s'établir entre ce grand frère et Gustave. Ils vont ensemble apprendre à chasser, apprendre à pêcher, et très certainement tout ce qui découle de la vie courante va se passer entre Clovis et entre Gustave. C'était un père pour toi, Clovis. Ouais. Il t'a appris beaucoup de choses. Je venais souvent chez lui, je couchais chez lui, je mangeais chez lui, canapé, oui, quoi. Voilà. Ouais. Là, je crois que tu as raison. Moi, j'ai jamais pensé qu'il aurait pu condamner son père pour m'éviter, moi. Quoi. Te sauver, toi. Sauver, moi, certainement. Je pense que c'est possible. Il doit avoir agi à peu près de ce genre, hein, parce qu'il ne s'est jamais retracé. Hein. Non, ma femme. Mais cette grande famille ne va durer qu'en fin de compte 4 ans autour de lui. Il n'y avait pas de place pour 2 familles. Clovis quitte très certainement mon père avec regret,
quitte peut-être aussi ce domaine qui lui est cher, parce qu'il a contribué depuis ce plus jeune âge, et notamment sur le plateau de Ganagobi, parce que quand il arrive sur le plateau de Ganagobi, il est très jeune, il a 5 ans. Hein. Est-ce qu'il va à l'école? Je ne le sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il garde le troupeau, il ramasse les glands, il contribue à la réussite sociale de Gaston. Lorsque mon père devient à temps plein fermier à la Grande-Terre, Clovis demande à son père très certainement un dû. Ce dû, c'était je suis le fils aîné, j'ai droit à quelque chose. Il se trouve que mon grand-père l'entend, fait la démarche auprès du notaire. Il dit, je veux donner cette terre à Clovis. Le notaire lui dit, c'est pas possible Gaston. Gaston, si tu donnes de la terre à Clovis, il faut que tu partages tes biens. Et à ce moment-là, Gaston, il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Clovis se fâche. Et plus tard, il dira à un de ses frères, ce qu'il m'a fait, il le paiera. Mais avant le procès, avant 52, il était fâché, Clovis. Il était fâché, mais il était revenu à la maison voilà. Après, parce qu'il s'est fâché pour un morceau de terrain à Luche, parce qu'il voulait faire, on avait un morceau à Luche, nous, à ce première-là. Il le voulait. Il le voulait pour planter des poiriers. Des poiriers, comme avait fait son copain, Puissant et tout, son grand. Pépé, il a dit, bon, le terrain, je ne le donne pas, parce que je viens d'avoir ce morceau. Et tu penses qu'il lui a emboulé? Et c'est ça qu'il a emboulé à Pépé. Moi, il me parlait, quoi, je partout, parce qu'on avait... Il ne parlait pas à Pépé. Mais lui, il n'a jamais pu mis les pieds à la Grande-Terre. Pendant combien de temps? Au moins 7 ou 8 ans. Et en quelle année à peu près ça s'est passé? Même que quand, pour la faire, ben, tu sais, juste, il commençait à se parler. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'accusation qu'il va faire à l'encontre de son père beaucoup plus tard? On peut l'imaginer. Mais la faille et la cassure devaient être très certainement antérieures, c'est-à-dire bien plus tôt. Est-ce que c'est en 25, lorsqu'il part à l'armée, parce qu'il voulait rester? Est-ce que c'est lorsque Gustave prend la ferme? Je ne peux pas le dire. Aurait-il pu, Alain Dominici, sans la certitude de l'innocence de la famille, devenir éducateur spécialisé, après avoir été ouvrier ébéniste, accéder au grade de ceinture noire 5e dan et enseigner le judo dans la région? Aurait-il pu, sans cette conviction, être un homme bien dans sa peau, apprécié par tous dans cette bourgade de Château-Arnoux, située à une quinzaine de kilomètres à peine de la Grande-Terre où il est né? Curieuse coïncidence, le juge Périès, ce juge d'instruction qui au début des années 50 a constitué et bouclé le dossier accusateur de l'affaire de Lurs, était venu couler sa retraite à Château-Arnoux précisément. Bien, juge Périès avait une maison à Château-Arnoux qui était en face le jardin de ma mère. Et au moment de cette période de recherche de ma part, un jour elle me dit, mais Périès, je le vois très souvent, et on se parle. Je dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais oui, très courtois, et on se salue. J'ai dit, je veux le connaître. Donc un jour, ma mère m'a présenté le juge Périès, et à partir de là, on a établi des relations humaines, comme tout le monde. Et j'ai pris mon courage à deux mains, et un jour, j'ai évoqué l'affaire. Et j'ai été étonné, mais alors très étonné, du débat et de nos conversations. Parce qu'on en parlait à l'aise, tous les deux. Et il est vrai qu'un jour, il m'a dit ouvertement, tout le monde sait que ton grand-père est innocent. J'ai assisté à une conversation entre Alain Dominici et l'ancien juge Périès, un juge très ému d'ailleurs, lorsqu'il a rencontré Alain. Et en substance, M. Périès lui a dit, je savais, j'avais l'intime conviction à l'époque
que ton grand-père était innocent, s'il n'y avait pas eu les déclarations de Clovis et de Gustave, a-t-il dit, le commissaire Sebeil ne se serait pas acharné sur votre famille comme il l'a fait. Il se plaisait à dire et à me dire, tu sais Alain, je te souhaite bonne chance pour connaître la vérité. Et si Jack Drummond avait effectivement appartenu à l'intelligence service? Et s'il s'agissait d'un règlement de compte entre services secrets lié à certaines conséquences de la résistance dans le massif de Ganagobi? Et s'il s'agissait d'une méprise sur l'identité des victimes? Alain Dominici forge 10 hypothèses, s'attache à quelques-unes. J'ai même envisagé cette hypothèse. L'assassin, à la suite d'une discussion, d'un outrage, aurait pu se méprendre sur ses victimes qu'il aurait pu confondre avec d'autres Anglais. Il aurait fallu qu'une Hillman verte occupée par un homme, une femme et une fillette, dont les signalements auraient correspondu au Drummond, aient été vus dans les parages les jours précédents. Insensé, ajoute le commissaire Sebeil. Pourtant, insiste Alain, 9 personnes, dont un officier supérieur de l'armée française, ont signalé à l'époque l'existence d'une telle voiture dans la région et aux alentours de la Grande-Terre. L'un de ces témoins, M. Francis Perrin, était facteur à Lurs en 1952. Il est maintenant retraité en Savoie, où Alain Dominici l'a contacté par téléphone. Une voiture descendait, une voiture verte. Je ne savais pas que c'était une Hillman à l'époque, je le suis par la suite, quoi. Et j'ai vu GB derrière, Grande-Bretagne, quoi. Il y avait 3 personnes dedans, un homme, une femme et une fillette du côté, disons du côté gauche en descendant, quoi, qui avait la tête à la porte et à la glace, à la vitre, quoi. Elle avait les cheveux assez courts, ce qu'on appelle un peu le genre à la garçonne, quoi. C'est tout. Enfin, ils avaient... C'était le 4 août. Le 4 août. Le village de Brunet, dans la vallée de l'Asse, est en quelque sorte le berceau de la famille, puisqu'en 1903, Gaston et Marie s'y sont mariés et que 3 enfants y sont nés. Près de là, un jour de juillet dernier, 8 des petits-fils et arrière-petits-fils du patriarche ont décidé de se rencontrer, tous ensemble, et pour la première fois lors d'un déjeuner, ils ont parlé de leurs parents et de leurs grands-parents, des désunions familiales qu'avait provoqué l'affaire et de la difficulté d'être un Dominici au temps où ils étaient des enfants déboussolés par le malheur et livrés en pâture à l'opinion publique. Au début, voir mon nom marqué sur le journal, finalement, c'était pas un mal pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On ne m'avait pas dit, on me cachait toutes les choses et tout, mais j'ai très vite compris que c'était... après, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose de grave quand je voyais mes parents pleurer sans cesse. Lorsque moi, je me suis présenté au collège et lorsqu'on m'a dit, avec le nom que vous portez, il n'est pas sûr que vous puissiez rester dans cet établissement parce que vous allez poser des problèmes, c'est vrai que lorsqu'on te dit ça en face et que tu as 13 ans, ça te fait mal à quelque part. Et que ma mère dit, mais de toute manière, j'ai très bien éduqué mon enfant et je ne pense pas qu'il pose de problème parce qu'il est apte à les surpasser. Tu ne comprends pas tout de suite, tout. Et puis, tu dois subir. Parce que tu sais que si ça se passe mal, il n'y a pas d'école après. Et il fallait que ça se passe bien. Et les claques que j'ai pris dans la gueule par des petits cons qui, parce qu'ils avaient reçu une éducation, il faut tuer parce que les gens s'appellent Dominici, j'ai pas été le seul. Vous avez été aussi victime. Pourtant, Dieu sait si tout le monde, enfin tout le monde entre nous, au niveau de la souffrance morale et physique, chaque fois qu'on a été obligé de répondre oui, j'appartiens à cette grande famille. Des fois, on avait la gorge serrée, les larmes au coin de l'œil. Moi, personnellement, j'ai fait le deuil un petit peu de savoir, parce que j'ai l'impression que je ne saurai jamais. Plus j'avance, j'ai l'impression qu'il y a tellement de pistes qui n'ont pas été exploitées que j'ai l'impression qu'on ne va pas arriver à une solution. Mais c'est pas pour ça que l'on doit ne pas continuer à se battre, tout simplement parce que nos grands-parents nous ont montré une force qui était fantastique, c'est celle de l'honneur.
Et ce, après avoir traversé toutes les tempêtes qui ont fait que les journaux ont dit ici sur les uns, sur les autres et tout un tas de trucs, tout un tas de saloperies. Et disons qu'on a réussi à passer tout ça. Et je me rappelle, enfin, quand quelque chose qui m'est resté, qui me fait encore de la peine, c'est que quand j'étais allé voir une fois, enfin la première fois que le Pépé était à Montfort, qu'il était assis sur une pierre en haut au bord du chemin, au-dessus du château, là. Et j'étais allé avec lui. Et bon, j'avais un peu peur des gens parce que j'étais avec mon Pépé qui avait été emprisonné. Mais bon, à un moment donné, il a enlevé son chapeau parce qu'il transpirait. Et moi, j'ai regardé sa tête, il avait plus de cheveux, et il m'a dit eh oui, tu vois ce qu'ils m'ont fait. Plus tard, bien plus tard, quand l'histoire aura encore épuré l'événement, le mythe prendra le relais du fait divers. Le drame cédera la place à la tragédie classique. Un autre Dominici aura sous les yeux l'image de ces héros malheureux. Gaston, Marie, Clovis, Gustave, Yvette. Leurs visages se confondront alors avec ceux d'autres personnages tragiques surgis du fond des siècles. Alors, et pour l'éternité, le crime le plus retentissant de notre époque aura réussi son entrée dans la légende.